une initiative qui date d'il y a un an à peu près, de mi-2024. On s'est dit qu'il allait y avoir une augmentation de la commande publique en France et dans les autres pays européens aux grandes entreprises de l'armement. Et il faut savoir que l'armement, c'est un secteur avec énormément de sous-traitants. Tu as par exemple en France 7 à 8 grandes entreprises de l'armement. Tu vois Nexter, Naval, KNDS, Safran, Thales. Tu en as en Italie, tu en as en Allemagne. Mais derrière ces grands donneurs d'ordre, tu as en Europe 12 000 PME qui fournissent des pièces détachées pour l'armement. Et qui ont en général deux caractéristiques. Elles ne travaillent pas que pour l'armement, mais l'armement fait 20, 30, 40% de leur chiffre d'affaires, d'une part. Et d'autre part, en général, elles sont fournisseurs exclusifs. Et sur une pièce donnée, tu n'as qu'un fournisseur qui est capable de répondre à la commande de l'État, à la commande du grand donneur d'ordre. Un fournisseur ? Un fournisseur, pourquoi ? Parce que c'est très compliqué d'obtenir les certifications qui permettent de fabriquer la pièce, et puis parce que c'est des pièces qui sont hyper technologiques. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur FinScale. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Paul Deleuze pour la deuxième fois, qui vient nous parler de Sienna Investment Managers. Salut Paul. Salut Solène, bonjour à tous. Trop contente que tu reviennes. Alors cette fois-ci avec une autre casquette, parce que je t'avais reçu il y a 3 ans, en plein Covid, je ne sais pas si tu te souviens. Je m'en rappelle. Le son de l'épisode n'était pas dément, mais c'était à l'époque où tu étais CEO de Orange Bank. Épisode très intéressant. Maintenant, tu as changé de boutique. Tu es CEO de Sienna IM. Donc voilà, j'aurais aimé un petit peu que tu nous en parles, mais avant que tu reviennes peut-être un petit peu en arrière sur ta carrière et ce qui t'a mené à rejoindre la filiale du groupe de GBL, c'est ça ? Très bien, tout à fait. Alors, ma carrière rapidement, moi j'ai 52 ans, j'ai commencé dans le conseil, où j'ai passé une douzaine d'années dans 2 belles maisons, Oliver Wyman et Bain. Ensuite, j'ai passé 10 ans au Crédit Agricole, donc j'ai été patron de la stratégie, puis directeur financier, directeur général délégué de Crédit Agricole CIB, la banque d'affaires du Crédit Agricole. Puis patron de la gestion de fortune, Indo-Suez Wealth Management, où je suis arrivé quelques jours après les Panama Papers, avec quelques petits sujets à régler. Ensuite, service financier d'Orange, en France, en Espagne et en Afrique, avec un très beau succès en Afrique, puis un peu plus compliqué en France, que le marché est déjà assez encombré. Et puis effectivement, depuis 2 ans et demi, chez Sienna Investment Managers. Et si j'ai bien compris, il faut que je change de boulot pour passer une 3e fois chez toi. Ah oui, on s'était dit jamais 203. Exactement. Voilà. Écoute, on va peut-être un petit peu attendre parce que tu viens d'arriver. Écoute, alors Sienna, je suis intéressée qu'on en parle. Sienna, c'est une filiale du groupe coté en bourse GBL. J'aimerais que tu nous donnes une vision globale de ce groupe et que tu mentionnes peut-être aussi le rôle des sociétés sœurs, Sienna PE et VC. Ok. Enfin, on comprend ce qu'elles font quand même. Alors, je t'explique tout ça. Déjà, l'actionnaire, c'est le groupe Bruxelles-Lambert. Qu'est-ce que c'est ? C'est une holding familiale cotée, contrôlée par 2 familles. La famille Frère, descendant d'Albert Frère, le grand capitaliste belge, et la famille Desmarais, les Canadiens. Donc, ils possède le groupe Bruxelles-Lambert, qui est une holding qui investit. Et puis, il y a maintenant de cela 3 ans, le groupe Bruxelles-Lambert a voulu se diversifier vers la gestion pour compte de tiers. Jusqu'à présent, ils géraient leur propre capital, leur propre argent. Ce qu'ils ont fait en achetant un certain nombre de sociétés, dans la gestion d'actifs, toutes classes d'actifs confondues, ce qui a permis de constituer le groupe Sienna tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 40 milliards d'actifs, Sienna Investment Managers, 30 milliards en gestion cotée et 10 milliards en ce qu'on appelle actifs privés, dettes privées et immobilier. Et c'est vrai qu'on a 2 sociétés sœurs qui ont été constituées pas par acquisition, mais qui sont développées de façon organique. L'une en private equity, dirigée par Vincent Catherine, et l'autre en venture capital, dirigée par Isabelle Azoulay. Et on travaille souvent avec ces 2 sociétés. Isabelle, que j'ai reçue sur mon podcast d'ailleurs, à l'époque où elle était à la maison. Exactement, et qui développe maintenant brillamment le venture en Israël. Alors je ne sais pas si tu étais là au moment du build-up, savoir comment on intègre ces sociétés de gestion pour créer un groupe dans l'investissement alternatif, enfin entre autres, puisque vous faites beaucoup de choses. Alors ouais, c'est tout le sujet effectivement, c'est que la gestion, c'est des métiers où il faut à la fois respecter le caractère très entrepreneur, très dynamique, très créatif des gérants, des patrons de sociétés de gestion. Et aujourd'hui, on a chez nous un patron pour la gestion cotée, 2 patrons pour la dette privée, l'un en France, l'autre en Italie, et puis un patron pour l'immobilier. Donc il faut à la fois pas les brider, puisque c'est leur talent que les investisseurs achètent, et puis en même temps, il faut arriver à trouver des synergies, des manières de travailler ensemble. Et ça, c'est une alchimie qui se crée dans le temps. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans et demi chez Sienna, et
Voilà, on a pris 1 an et demi pour bien caler justement les modes de travail, voir ce qu'on avait en commun, ce qu'on n'avait pas en commun, ce qu'on pouvait partager. Et ce qu'on a décidé de partager, c'est par exemple le marketing, c'est la vente, c'est quelques thèses d'investissement qui valent tant pour la dette privée que pour la gestion cotée, par exemple. Et puis surtout, c'est des forums qui nous permettent de discuter énormément. Tu vois, par exemple, on n'a pas de bureau fermé chez Siena. Et avec les patrons de mes activités, on est sur un grand bureau, une grande table, un peu comme le chevalier à table ronde. Et donc, on se voit tous les matins au café à 8h, toute la journée on est sur la même table, et puis en fin de journée, on fait un petit bilan. C'est ça qui permet petit à petit de créer cette alchimie entre les patrons d'activité. Donc ça, c'est sur la partie gestion, mais sur la partie infrastructure, derrière, quel genre de synergie on peut développer quand on agglomère comme ça des managers ? Alors, il y a évidemment tout ce qui est fonction support qui se prête très bien à des synergies, que ce soit sur les sujets finance, RH, marketing et vente également. Quand on promeut Siena, on ne promeut pas une activité ou une autre, on promeut l'ensemble des activités de Siena. La vente, c'est important parce qu'un vendeur, et on a des équipes de vente en France, en Italie, en Allemagne, un vendeur, il est heureux s'il a un maximum de produits à proposer. Donc, on ne va pas cantonner un vendeur juste à la classe d'actifs dette privée ou juste à la classe d'actifs gestion cotée. On va lui demander de pousser l'ensemble des produits. Et ça suppose une très forte coordination entre les vendeurs. Donc oui, les synergies, elles sont sur le plan des fonctions support, sur le plan marketing et vente, et puis évidemment sur le plan du business. Ce qui permet avant tout de faire travailler les gens ensemble, c'est d'avoir des opportunités de faire du business en commun. Et tu vois, on en reparlera sans doute, mais on a créé un fonds récemment sur la défense. Ah oui, tu anticipes mes questions. Je sais, je connais trop. Mais ce fonds, il est déployé, il est développé tant par les activités de dette privée que par les activités de gestion cotée. On a développé un fonds social, un fonds d'impact social. Il a été développé par la dette privée, mais il a été également saupoudré, il est également mis dans certains fonds de la gestion cotée. En fait, c'est dès qu'il y a du business à faire ensemble que les gérants ont envie de travailler ensemble. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui a motivé GBL à lancer cette activité pour compte de tiers ? Quels sont les sous-jacents macroéconomiques éventuels ? Quelles sont les tendances qui ont incité ce groupe-là à se développer ? Écoute, je pourrais le résumer de façon assez simple en disant que quand tu gères ton propre argent, à un moment tu te dis que ce serait bien intéressant aussi de gérer l'argent des autres. Et c'est un peu ça. Le GBL, c'est un excellent track record en termes de gestion. Tant dans le côté que dans le privé d'ailleurs. GBL investit dans des lignes cotées et puis investit en private equity, investit dans des fonds privés. Et GBL s'est dit au fond, cette compétence que j'ai à gérer mon argent en coté et en privé, pourquoi est-ce que je la mettrais pas à disposition de clients ? Et c'est ça qui a conduit GBL à s'intéresser à la gestion pour compte de tiers. Au-delà de cette synergie, de cette culture proche entre les deux maisons, même s'il y en a un qui gère du compte propre, l'autre du compte de tiers, il y a l'idée aussi pour GBL, avec Siena, de développer du revenu récurrent. La gestion pour compte de tiers, ce qu'on fait nous, c'est des revenus qui viennent des management fees, donc on prélève sur les fonds, et ça, c'est du revenu récurrent, par opposition aux plus-values que tu vas trouver dans la gestion pour compte propre. Donc voilà, c'est la combinaison d'une culture et puis de la volonté d'avoir ces revenus récurrents qui a prévalu pour recréer Siena. Alors, pourquoi Siena ? Tu vas peut-être pas demander. Siena, il se trouve que c'est le prénom d'une des petites filles d'Albert Frère. Je savais en fait. Tu le savais en fait, bon. Voilà. Mais merci de l'avoir précisé. Alors, moi, juste pour revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu as un parcours qui est quand même relativement atypique, je trouve, de sauter d'une verticale à l'autre en finance. On le trouve peu. En quoi tu penses que d'être passé dans la banque digitale, dans la tech, ça t'apporte quelque chose de particulier par rapport à un dirigeant d'une société de gestion traditionnelle ? Écoute, déjà, il y a plein de choses que je ne sais pas, puisque je ne suis pas un dirigeant de cette gestion traditionnelle, je ne l'ai pas été toute ma vie. Je pense que ça m'a apporté 2 choses, probablement. D'une part, c'est un sens du client. La gestion peut avoir un petit peu tendance à se regarder le nombril, c'est-à-dire à se dire, voilà, je pense à un bon produit, le produit est bien, donc je vais le vendre. La réalité, c'est que ce qui compte, c'est que le produit soit bon, mais c'est surtout que les clients ont envie de l'acheter. Et ça, c'est quelque chose. C'est la base. C'est la base, mais ce qui n'est pas toujours inhérent à la culture de la gestion. Ouais. Où un gérant très talentueux, il est tellement talentueux qu'il pense qu'il a parfois un peu raison sur tout. Ouais. Quand tu fais un métier de banquier ou de tech, tu apprends que le sens du client, c'est le plus important. Et j'en veux pour preuve, on a fait un sondage tout récemment chez Siena pour comprendre ce que les clients, justement, cherchaient dans notre société de gestion. Donc les clients, tu vas avoir des corporates institutionnels et particuliers. Okay. Nous, on a, sur nos 40 milliards chez Siena, il y a 3/4 d'institutionnels, 1/4 de clients particuliers, tant retail que clientèle fortunée. Okay.
La première chose, alors pour le coup, c'est plutôt pour un institutionnel. 45% des institutionnels, ils vont chercher, évidemment, au premier critère, ils mettent la qualité de la gestion. Mais ça n'est que 45%. Et ensuite, le deuxième critère qui vient, 26%, donc c'est la perf. La perf, Ouais. exactement. La perf, mais quelque part, tu te dis, c'est normal, mais à la limite, c'est même étonnant que ça ne soit que 45% la perf. Alors que je m'attendais que sont ce soit 80%. Ouais. Et bien, le deuxième critère, qui vient juste en dessous, 26%, c'est la qualité du service client. Est-ce que le client, on a un reporting qui est transparent? Est-ce qu'on lui dit quand est-ce qu'on va faire des appels de fonds? Quand est-ce qu'on rend l'argent? Est-ce qu'on répond à ces questions? Et tu vois, dans ce monde de la gestion qui est à juste titre un peu obsédé par la perf, et c'est bien, parfois on oublie un petit peu le sens du client. Donc moi, je l'ai intégré effectivement dans la gestion de la relation client, pas que pour vendre, aussi pour gérer le client dans la durée, et même dans la conception de nos produits. On s'est dit, chez Sienna, maintenant, on ne veut pas lancer un nouveau fonds sans avoir un peu tâté le marché, sans en avoir parlé des investisseurs qui nous disent est-ce que ce produit, ça a du sens ou pas. Donc ça, c'est probablement... C'est étonnant, en fait, ce que tu dis. Que ça ne soit pas... Une évidence. Une évidence. Ouais, et ben moi, ça m'a surpris aussi, effectivement. Je pense que ça vient... Les métiers de banque, un métier de banquier, c'est un métier de bilan. Tu gères un bilan, tu prêtes de l'argent à des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de s'endetter, donc d'attaquer ton bilan. Dans les métiers de gestion, tu as des gérants très talentueux, mais le talent du gérant fait que parfois, tu as un petit peu tendance à oublier qu'au bout, il y a un client et que même si tu as une super thèse d'investissement, si elle ne répond pas à un besoin du client, eh ben, c'est pas la peine. Donc, pour moi, c'est ça que j'ai essayé le plus d'apporter, c'est ce sens du client, dans la conception du produit, dans la gestion, dans la durée de la relation client, pas uniquement au moment de la vente. Puis l'autre chose que j'ai apporté, qui est plus tiré de la tech cette fois-ci, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que chez Sienna, on a des bureaux un peu à la tech, c'est-à-dire il n'y a pas de bureau fermé, on est tous sur un même desk, on se croise tous les matins, on n'est pas dans l'univers un peu plus cloisonné et un peu plus avec des codes un peu plus traditionnels de la gestion, avec des grands bureaux plus silencieux. Moi, j'ai voulu reproduire un peu effectivement ce que j'avais connu chez Orange Bank et qui avait plutôt bien marché en termes d'alchimie faite entre les équipes. On ne te voit pas encore avec un hoodie quand même. Non, alors ça je pense qu'on n'y est pas encore, là. Alors, Paul, c'est intéressant que tu sois relativement neuf, avec un regard neuf sur les différentes verticales chez Sienna IM. Est-ce que tu pourrais, en tout cas, reprendre les majeurs et nous donner un petit peu les tendances? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'ai reçu très récemment Maxime Carmignac, que tu connais probablement bien, et qui nous expliquait le lancement d'un fonds, entre autres, le lancement d'un fonds Evergreen dans la classe d'actifs, des actifs privés. J'aurais aimé avoir ton son de cloche, savoir un petit peu quelle est la tendance de toutes ces différentes classes d'actifs sur lesquelles vous travaillez pour vos clients. Alors, déjà brièvement, ce qu'on fait nous, on gère 40 milliards d'actifs, ce qui fait de nous un gros parmi les petits, puis un tout petit parmi les gros. Sur ces 40 milliards d'actifs, tu as 3/4 de gestion traditionnelle, actions-obligations, 1/4 d'actifs privés, immobilier et dettes privées. Et puis en termes de clients, tu as 3/4 de clients institutionnels et 1/4 de clients particuliers, je dirais à la fois pur retail jusqu'à des clients fortunés. Les tendances sur ces classes d'actifs, c'est justement d'aller vers une forme de convergence de ces classes d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client particulier, il commence à s'intéresser aux actifs privés, au private equity, à la dette privée, mais il va vouloir de la liquidité. Ça veut dire qu'on va fabriquer des fonds, on va fabriquer des produits evergreen, où un client particulier pourra avoir accès à des actifs privés, dette privée, infrastructure, private equity, ou bien on va fabriquer nous, ou bien qu'on va acheter à l'extérieur, mais on va mixer ça avec des actifs liquides de manière à donner aux clients particuliers une forme de liquidité. Et c'est vrai que ce caractère evergreen des fonds, c'est quelque chose de nouveau. Ça correspond à un besoin des clients particuliers et ça va probablement aussi correspondre à un besoin des clients institutionnels qui commencent à se lasser de la logique des actifs privés où tu t'engages sur un montant que tu investis, tu es appelé pendant 3-4 ans à hauteur de l'investissement du fonds, et puis ensuite, tu attends 8, 9, 10 ans que l'argent soit rendu. On va aller probablement vers une liquéfaction des actifs privés, si j'ose dire. Ça, c'est probablement la tendance de fond la plus structurante qu'on voit, qui de plus est encouragée par une évolution réglementaire qui s'appelle la loi Industrie Verte, en France en tout cas, qui contraint les assureurs à mettre un minimum d'actifs privés, private equity, dette, infrastructure, dans les contrats d'assurance vie. Et les assureurs, s'ils en mettent, ils veulent qu'il y ait une forme de liquidité pour pas se retrouver eux-mêmes
scotchés à leur bilan avec des actifs privés que les clients auraient vendus, et puis l'assureur serait obligé de les conserver à son bilan. Est-ce que dans les tendances, tu vois, moi c'est quelque chose que je pressens, mais peut-être que ça n'est pas le cas, tu as quand même pas un shift, mais un intérêt grandissant pour les institutionnels pour le non-coté. Est-ce que tu vois une réduction des AUM investis dans le coté chez vous, dans les fonds cotés, et un shift vers du non-coté ? Non, il y a eu depuis 7-8 ans un intérêt effectivement croissant pour le non-coté, qui arrive probablement à un palier aujourd'hui. Pourquoi il y a eu cet intérêt ? Parce que le non-coté, dans la période de taux négatifs qui s'est terminée 2020-2021, le non-coté est très leveragé, c'est-à-dire que tu peux mettre de la dette qui n'était pas chère, et donc ça permettait d'afficher des rendements importants sur le non-coté. À l'inverse, le coté, en tout cas le fixed income, payait peu. Donc il y a eu cet intérêt pour le non-coté, et c'est très bien. Aujourd'hui, on arrive probablement à un palier. Sur les institutionnels. Sur les institutionnels. Ouais. En revanche, les particuliers découvrent le non-coté. Découvrent le non-coté, et la réglementation, en France en tout cas, va pousser là où jusqu'à présent l'investissement des particuliers sur le non-coté, c'était 1 ou 2% maximum. La réglementation va pousser que dans les allocations des assureurs vie pour les clients particuliers, au titre de plan d'épargne retraite ou contrat d'assurance vie, on se rapproche plus de 5 à 10%. Donc ça va être un shift très important qui va s'opérer, celui qu'ont connu les institutionnels, qui va être sur les particuliers. Shift important, mais il faut faire attention, parce qu'un client particulier, tu lui vends pas n'importe quoi. Et en général, quand on découvre l'Eldorado des particuliers, si on le fait mal, ça peut très mal se finir, parce que les particuliers, ils sont moins experts, ils ont besoin de liquidité. Si on considère qu'un client particulier, c'est comme un instit en plus petit, on va probablement rater quelque chose, et on se prépare probablement à des lendemains difficiles. Il faut se dire que vendre du non-coté à du particulier, c'est pas comme vendre du non-coté à de l'instit. Il faut la liquidité, il faut de la transparence, il faut de la diversification, qui sont des sujets sur lesquels les instituts sont probablement un peu moins attentifs. Et là, donc, le modèle dont tu parles, c'est un modèle intermédiaire donc, avec les assureurs. Est-ce que vous avez en tête d'aller démocratiser ça, comme ça se fait au travers de différentes plateformes que tu connais bien ? Est-ce que vous avez envie aussi d'approcher du retail en direct ? Ça, on ne le fera pas nous, ça demande une infrastructure qu'on n'a pas. Donc, on le fait, nos produits sont référencés chez des assureurs ou dans des banques, en compte titre. Et puis après, nos produits vont être distribués ou bien par des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, par des banquiers, ou sur les plateformes Internet. Mais nous, on ne se mettra jamais en face d'un client particulier, parce que ça demande de traiter des volumétries qu'on ne sera pas en capacité de faire. Et puis, parce qu'on travaille très bien avec nos partenaires CGP, plateformes digitales qui sont en très très forte croissance. Donc ça nous va bien de nous mettre dans la roue de ces gens-là, et c'est comme ça qu'on est organisé. Et est-ce que vous avez des fonds qui financent clairement l'économie réelle, ici en France ou en Europe ? Effectivement, on gère 3 milliards en dette privée. Métier de dette privée, c'est un métier où tu fais un peu le métier d'un banquier. C'est-à-dire que tu vas prêter directement à des entreprises. Et tu peux le faire en prêtant typiquement à des fonds de private equity. Quand ils s'achètent une entreprise, tu vas prêter au fond pour pouvoir mettre du levier sur son acquisition. Ou bien tu peux faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire prêter directement à des entreprises. Et nous, on va chercher des entreprises à qui on va venir en complément des banques. On va chercher des entreprises à qui les banques ont déjà beaucoup prêté, ne peuvent pas prêter plus, ou des entreprises qui sont un peu atypiques et avec qui les banques sont un peu frileuses en termes de crédit. Donc soit on va le faire en direct nous, soit les banques vont nous appeler en disant voilà, nous on a fait le maximum, est-ce que vous pouvez intervenir en complément ? Ce qui va demander de mobiliser des technologies que les banques vont pas forcément appliquer à des PME, ce qu'on va prêter à des PME, nous, qui sont plus des technologies que les banques réservent aux grandes entreprises. Par exemple, nous, on va prendre en sûreté, en collatéral, les stocks, les machines d'une entreprise, l'immobilier d'une entreprise, qui permet de prêter une entreprise qui a peut-être un EBITDA qui est un peu faible pour qu'une banque lui prête. Nous, en prenant ces sûretés, on est en capacité de prêter, de faire un métier que les banques ne font plus parce qu'elles estiment qu'elles prennent trop de risques ou qu'il faudrait mettre une structure un peu coûteuse pour une banque que nous, on est capable de déployer à moindre coût et plus rapidement. Donc c'est vrai qu'on a prêté, nous, énormément à la transition énergétique, donc sur des programmes d'éolien, de photovoltaïque, de batterie. Puis on a prêté à beaucoup de PME industrielles. Et quand je dis PME, c'est des entreprises qui font 50, 100, 150 millions de chiffre d'affaires, à qui on a fait du crédit en direct, et qui sont allées chez nous parce que elles étaient allées un peu au bout de ce que les banques pouvaient leur proposer. Il n'y a pas d'opposition, je pense qu'on est complémentaires des banques. Et également parce qu'on est capable, nous, de monter un crédit en quelques semaines, là où ça peut prendre un peu plus de temps dans une banque traditionnelle. Et c'est vrai que c'est dans notre ADN de financer des entreprises, soit des PME, soit y compris, et ça te plaira certainement, des fintechs, des startups, qu'on est capable de refinancer, des fintechs qui prêtent à des particuliers, à des entreprises, elles n'ont pas de bilan, et ben c'est nous qui allons refinancer leur bilan. Donc elles vont mettre les créances. J'avais fait un épisode sur ça avec le CEO, le fondateur de Mobile Club.
Oui, on va refinancer ce type d'entreprise. Ce qu'on fait aussi beaucoup dans l'économie des startups, c'est qu'on va préfinancer le crédit impôt recherche. Tu sais que quand tu es une start-up, tu es éligible du crédit impôt recherche, mais que l'État met 12 à 18 mois avant de te le verser. Souvent, les start-up, elles ont besoin de cash assez vite, surtout en ce moment, où c'est un peu plus dur de lever de l'equity. Nous, on va être capable de préfinancer ce crédit impôt recherche en jugeant l'éligibilité de la start-up au crédit impôt recherche. Si elle est éligible, on va avancer les fonds que l'État lui accordera 18 mois plus tard. Donc, c'est au travers du fonds de dette, ça? Oui, ça c'est au travers du fonds de dette, exactement. Okay, d'accord. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a eu pas mal de communication autour de vous il y a quelques semaines, un mois, au sujet du financement de la défense. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion-là avec un député luxembourgeois, juste après les annonces de Van der Leyen. Et je suis toujours intéressée de voir comment les différents pays européens se positionnent sur ce financement de l'armement. Est-ce que tu pourrais nous dire si c'est dans le cadre d'un appel d'offres ou si vous avez lancé votre fonds de votre côté? Non, c'est une initiative qui n'est pas du tout dans le cadre d'un appel d'offres, une initiative qui date d'il y a un an à peu près, de mi-2024. On s'est dit qu'il allait y avoir une augmentation de la commande publique en France et dans les autres pays européens aux grandes entreprises de l'armement. Et il faut savoir que l'armement, c'est un secteur avec énormément de sous-traitants. Tu as par exemple en France 7 à 8 grandes entreprises de l'armement. Tu vois, Nexter, Naval, KNDS, Safran, Thales. Tu en as en Italie, tu en as en Allemagne. Mais derrière ces grands donneurs d'ordre, tu as en Europe 12 000 PME qui fournissent des pièces détachées pour l'armement. Et qui ont en général deux caractéristiques. Elles ne travaillent pas que peu pour l'armement, mais l'armement fait 20, 30, 40% de leur chiffre d'affaires, d'une part. Et d'autre part, en général, elles sont fournisseurs exclusifs. C'est-à-dire, sur une pièce donnée, tu as qu'un fournisseur qui est capable de répondre à la commande de l'État, à la commande du grand donneur d'ordre. Un fournisseur? Un fournisseur, pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'obtenir les certifications qui permettent de fabriquer la pièce, et puis parce que c'est des pièces qui sont hyper technologiques, que ce soit en électronique, mais même en chaudronnerie. C'est des alliages qui doivent résister à des sollicitations extrêmement fortes. Donc on a tout ce tissu des 12 000 PME européennes qui sont des sous-traitants du secteur de l'armement, qui vont faire face à une augmentation très vite des commandes, parce que très rapide des commandes, les États européens vont commander beaucoup plus et vont demander que les délais de livraison soient quasiment divisés par 2. Donc ça, c'est des gros investissements pour changer leur ligne de production, c'est des gros capex, et on va leur demander également de fabriquer des stocks. Aujourd'hui, c'est une industrie qui travaille en flux tendu, l'armement, c'est-à-dire que tu commandes, je fabrique, je livre. Demain, ça sera plus possible, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, il faut avoir des stocks pour être capable d'alimenter. Et donc, besoin de changer de ligne de production, besoin de constituer des stocks, c'est des sujets CAPEX, c'est des sujets BFR, et il nous est apparu qu'il fallait avoir une réponse en termes de fonds de dette. Il y a des fonds de private equity qui existent dans la défense, qui achètent et qui revendent des entreprises de la défense, et c'est très bien. Il n'y avait pas de fonds de dette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les PME de la défense, quand elles veulent se financer, elles se tournent vers les banques, qui les financent de plus en plus, mais qui ne peuvent pas toutes les financer, parce qu'elles sont parfois très petites, parce que ces entreprises qui ont été un peu en situation économique difficile pendant des années quand la commande était basse, et donc qui ont déjà des niveaux de levier importants. Et donc, il faut des gens comme nous capables de faire de la dette privée, de prêter en direct à ces entreprises, en travaillant en bonne coordination avec la Direction générale de l'armement en France, avec ses équivalents européens, et avec les grands donneurs d'ordre, pour s'assurer que les entreprises à laquelle on prête ont un carnet de commandes qui sera sur une longue période, et au cas, ce qu'on ne souhaite pas, où ces entreprises dites de la BITD, Base industrielle et technologie de défense, au cas où elles iraient mal, nous, on prendra en sûreté les matières qu'elles fabriquent, et puis on sera capable de les revendre ensuite aux grands donneurs d'ordre qui les a commandées. Donc c'est ça qui a prévalu pour lancer ce fonds. On a commencé à y travailler mi-2024, on s'achemine vers un premier closing qui sera important, qui devrait dépasser les 200 millions, on l'espère, d'ici l'été 2025. Et puis la surprise, auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'on pensait en faire un fonds institutionnel. Et on a eu une demande pour en faire un clone retail à destination de clients particuliers. Parce que plusieurs assureurs, distributeurs, soit des banques privées, soit des distributeurs online, nous ont dit il y a une appétence aujourd'hui de la part des clients particuliers pour la thèse défense. Et tu vois, tu me demandais c'est quoi la valeur d'avoir chez Sienna des métiers de non cotés et cotés. C'est que le volet institutionnel sera développé par le non-coté, et le volet retail sera développé par le non-coté en coordination avec le coté, parce qu'il y aura une part de coté qui se réduira avec le temps. Donc c'est ça la valeur d'avoir les deux métiers, et c'est ça la valeur de cette thèse défense, auquel on croit beaucoup malheureusement, mais il est important aujourd'hui que l'Europe se redote d'une compétence industrielle. On achète aujourd'hui encore trop de matières premières, de composants,
hors d'Europe. Et on voit bien avec les conflits et les tensions géopolitiques qu'on a intérêt à tout regrouper, à tout massifier en Europe. Est-ce que tu crois que le frein pour le financement de la défense et de l'armement en Europe ne tient pas également aussi au fait que pendant des années, ça a été un secteur banni d'un certain nombre de portefeuilles institutionnels ? Alors ça l'a été. C'est quelque chose qui évolue très vite. En fait, avec les conflits, j'imagine. Voilà, non, mais tout le monde se réveille. Oui, tout le monde se réveille. Ça l'a été avec une notion qui nous déplaisait beaucoup chez Sénat d'armes dites controversées. Ça n'existe pas, les armes controversées. Il y a ou bien les armes interdites par les conventions internationales, c'est les bombes à sous-munitions, c'est les mines antipersonnelles, c'est les bombes au phosphore, c'est les bombes qui brûlent, c'est la guerre bactériologique et chimique, ça c'est interdit. Le reste, c'est pas interdit. Et c'est vrai que longtemps, les institutionnels, les banques, les assureurs, s'imaginaient qu'il y avait des armes controversées qui étaient ni l'un ni l'autre, et c'était compliqué à évaluer. Aujourd'hui, et il y a eu un énorme travail qui a été fait par les services de Bercy, il y a eu un grand événement le 20 mars à Paris et à Bercy, auquel on était conviés, qui a clairement dit, il y a ce qui est interdit, et ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et il y a, je trouve, une évolution extrêmement rapide des institutionnels. Nous, quand on a lancé notre fonds de dette privée à destination de la défense, plus institutionnels nous ont appelés en nous disant, écoutez, on est en train de faire évoluer nos règles ESG, laissez-nous 2 semaines et on pourra investir dans votre fonds. Donc, je trouve que la communauté financière s'est très vite saisie du sujet pour justement être en capacité de répondre à ce qui était exprimé par Bercy et par le ministère des Armées comme une priorité. Donc ça, ce sont des LPs français. Est-ce que vous avez des discussions avec, je ne sais pas, le Fonds européen d'investissement, en tout cas des instances supranationales européennes sur ces sujets de défense ? Est-ce que c'est un sujet qui revient en haut de la pile ? Tout à fait. On discute avec ce genre d'acteurs supra-européens qui clairement s'intéressent à la thèse. Il y a beaucoup d'autres fonds comme ça que tu vois émerger en Europe, dans d'autres pays européens ? Écoute, on a vu émerger pas mal de fonds dans le private equity, dans la dette privée. Pour l'instant, on est les seuls. En tout cas, c'est ce que nous disent les investisseurs qui ont commencé à s'engager à investir dans le fonds. Il y en aura certainement d'autres. Mais le fait que nous, on ait commencé à y travailler dès 2024 nous donne une longueur d'avance par rapport à d'autres, à la fois dans la relation avec des institutionnels, mais surtout, et ce qui est important, dans le déploiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que notre premier closing sera réalisé, on a 5 à 6 entreprises du monde de la défense, qui peuvent venir des drones, de la chaudronnerie, de l'électronique, qui attendent qu'on puisse les financer. Donc on a bâti toute cette intelligence, cette proximité avec l'écosystème de la défense qui nous permettra de très vite déployer. Et c'est ça qui ferait qu'on sera crédible. C'est pas juste parler de la défense comme je le fais, c'est d'avoir montré très concrètement qu'on aura prêté à des entreprises qui avaient des besoins spécifiques auxquels l'industrie financière n'était pas encore en capacité de répondre. Et ça, dès le déploiement, on espère qu'en 3-4 mois, on aura réalisé quelques premiers crédits qui viendront matérialiser notre thèse. Justement, comment on développe c'est une thèse d'investissement qui est quand même assez nouvelle. J'imagine dans l'écosystème des gérants de ce fonds de dette privée, enfin de ces fonds de dette privée, il y a une connaissance sectorielle qui n'incluait pas forcément l'armement et la défense auparavant. Comment est-ce qu'on développe rapidement une connaissance de ce marché-là ? Comment est-ce qu'on arrive à se faire un nom aussi ? Au travers de quels moyens vous êtes introduit auprès de ces dirigeants de boîtes, de PME ? Alors, c'est un mix de réseaux et de personnes. Déjà, pour gérer ce fonds, on a constitué une équipe franco-italienne avec des gérants français et des gérants italiens qui étaient chacun bien au fait de cet écosystème. Et puis, on a embauché comme co-gérante de ce fonds une femme qui était jusqu'à présent directrice financière d'une entreprise, d'une PME de la défense. Okay. Et donc, qui avait elle-même, Olivia Noronerin, qui avait elle-même son propre réseau, qui a fait l'IHEDN, donc qui était largement connue dans l'écosystème. Et c'est la conjonction d'une équipe de gestion qui en est à son 4e ou 5e vintage de financement de PME industrielles, et puis de la compétence que nous a apportée Olivia, qui a permis de créer ce fonds. Et ensuite, on s'est très vite fait connaître des grands groupements industriels. En France, il y a 3 groupements industriels, le J4, le JCAN, le JFAS, qui sont les groupements industriels de l'armée de terre, de la marine et de l'air, qui nous ont ouvert les portes de leurs adhérents, qui évidemment étaient contents de rencontrer des gens qui étaient capables de les financer. Et puis, c'est aussi une proximité très forte avec la Direction générale de l'armement, qui aujourd'hui représente la commande publique en France, en termes de matériel militaire, qui a trouvé notre thèse intéressante et qui, à ce titre, a accepté de travailler, de partager avec nous quelques informations qui nous permettent de mieux connaître l'industrie. Top, super intéressant. C'est super intéressant. Je n'ai jamais vu autant de généraux que depuis 1 an. Mais c'est super intéressant. Et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné et qui est assez, je trouve, positif pour notre pays, c'est que là où beaucoup d'autres pays européens
ont un peu, entre guillemets, lâché l'affaire, c'est-à-dire qu'ils commandent du matériel un peu partout dans le monde. La France est le seul pays qui a gardé une industrie intégrée de la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les matériels militaires qui sont produits en France, qui sont intégralement produits en France depuis le petit boulon jusqu'au produit fini. Et je trouve que c'est rare d'entendre ça de la part d'une industrie, au sujet d'une industrie. Au sujet d'une industrie qui, en plus, a été un peu les parents pauvres des budgets, parce qu'on avait ce qu'on appelait les dividendes de la paix. On se disait, après tout, on n'a plus besoin. Mais la France a anticipé le fait que des conflits pourraient revenir et qu'il fallait qu'on se garde une autonomie en matière industrielle de défense. Et ça, on le doit beaucoup à la Direction générale de l'armement, qui a su animer cet écosystème des 4000 PME en France qui travaillent dans l'armement. Top, hyper intéressant. Moi, j'aimerais te demander, en phrase de clôture, je demande toujours un bouquin, tu le sais, mais qu'est-ce que t'aimerais, toi, en tant que CEO d'une société de gestion quand même de 40 milliards d'actifs sous gestion, qu'est-ce que t'aimerais incarner pour la finance européenne ? Alors, écoute, je pense qu'il y a besoin d'incarner une forme de souveraineté européenne. Alors, souveraineté européenne, tu vas dire, Paul, il va encore me parler de défense. C'est pas que ça. Tu vois, on a lancé des fonds de transition énergétique, on a lancé un fonds de biodiversité européen. Et en fait, ce qu'on pense chez Siena, moi, ce que je pense, c'est que l'Europe, c'est un modèle social, mais c'est aussi un modèle de transition énergétique, c'est un modèle écologique, c'est un modèle démocratique. Et le rôle de l'industrie financière, en tout cas notre rôle Siena, c'est aussi de défendre ce modèle. Alors oui, c'est en finançant la défense, mais c'est aussi en s'assurant que des entreprises qui s'engagent sur le plan de la biodiversité, des entreprises qui s'engagent sur le plan social, on a un fonds qui finance des entreprises qui sont plus vertueuses que d'autres en termes de parité, d'emploi des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est important que l'industrie financière continue à faire valoir et à développer notre souveraineté européenne, certes sur le plan industriel, mais aussi en termes de modèle social, de modèle lié à la transition énergétique. L'Europe, c'est aussi ça. Et c'est ça qu'on voudrait incarner en venant en soutien, au titre de la dette, au titre des actions, des entreprises qui font la différence de l'Europe dans un monde aujourd'hui, qui, tu disais tout à l'heure, est quand même de plus en plus compliqué. Merci Paul. Alors, pour clôturer cette discussion, qu'est-ce que tu aimerais nous recommander comme bouquin ou comme podcast ? Alors, il y a un bouquin que j'ai lu, puis surtout dont j'ai vu récemment l'auteur, qui s'appelle L'heure des prédateurs, de Giuliano d'Ampoli, que tu connais peut-être. Non. Il se trouve que je le connais un petit peu, qui est un Italien qui vit en France, et qui décrit derrière ce qu'on est en train de voir en ce moment en termes de géopolitique entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, qui décrit quelque chose de plus profond que juste des combats d'ego ou des combats de guerre économique, qui décrit un risque de changement de modèle, vers moins de démocratie, vers des conflits plus brutaux, vers une idéologie différente. Et je trouve que ce livre, en tout cas, m'a bien aidé à décoder ce qu'on est en train de voir et à justifier ce que je disais en termes de souveraineté européenne. Et c'est plutôt pessimiste comme finalité. Disons que ça dit qu'il faut se réveiller. La bonne nouvelle, c'est que Giuliano, qui est italien, explique que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde s'est passé quelque part dans l'histoire de l'Italie depuis 2000 ans. Okay. Et que donc... voilà, on s'en est sorti. On s'en est sorti, exactement. En laissant quelques plumes. Exactement. Merci Paul. Merci à toi Solène. À bientôt alors. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.